Taro Urashima. On raconte qu'il y a bien longtemps, même très longtemps, dans un petit village de la province de Tango, appelé Mizunoye, vivait un paisible pêcheur du nom de Taro Urashima. Il passait ses journées entières à regarder le ciel, la mer et à se perdre dans l'horizon. Malgré son côté rêveur, il était considéré comme l'un des meilleurs pêcheurs des environs. On disait qu'il était même meilleur que son père, qui avait été le pêcheur le plus habile pendant des décennies. En ayant fait le compte, il s'était avéré qu'il était capable de ramener en une seule fois la même quantité de thon et de dorade que les autres réussissaient à capturer en une semaine. Un soir, sa barque hissée hors de l'eau, Taro rentra comme d'habitude à la maison. Il entendit de grands cris sur la plage. Non loin de lui, il aperçut un groupe de garçons occupés à faire quelque chose d'étrange. Ils étaient tous rassemblés et regardaient dans la même direction, par terre, devant eux, en s'agitant, en criant et en riant. Taro s'approcha et découvrit enfin ce qui se passait. Les garçons embêtaient une tortue de mer. Ils la retournaient, la faisaient rouler et la bousculaient sans arrêt avec un bâton. Chacun son tour, ils s'amusaient à lui taper sur la carapace avec une pierre, puis essayaient de lui tirer la tête cruellement. La tortue était terrorisée et incapable de fuir. Le paisible pêcheur, ne supportant pas l'idée de voir ainsi maltraiter une créature sans défense, courut l'aider sur le champ. « Les garçons, mais qu'est-ce que vous faites? Laissez donc cette pauvre bête en paix. Que vous a-t-elle fait ?»« Rien du tout, monsieur Urashima. On s'amuse seulement un peu, dit l'enfant le plus petit du groupe, tirant avec ses doigts une des nageoires de la tortue. Les animaux ont peur et ressentent la douleur exactement comme nous, êtres humains. Vous ne le savez pas? Les garnements s'arrêtèrent un instant et regardèrent Taro bouche bée. Peut-être qu'ils n'ont jamais envisagé cette possibilité, pensa Taro. Mais non, elle ne sent rien, c'est un animal, dit le garçon le plus grand. Et avec l'aide des autres, il retourna à nouveau la tortue sur le dos et commença à la faire tourner comme une toupie. Taro était abasourdi. Bien sûr, ces garnements ne se comportaient pas ainsi par méchanceté, mais par ignorance. Il n'aurait pas compris, même s'il l'avait expliqué en d'autres termes. Alors, il ne lui resta plus qu'à détourner leur attention sur quelque chose de complètement différent. Il sortit la seule pièce qu'il avait dans sa poche et il la tint devant lui jusqu'à ce que les garçons la remarquent. « Voilà, je veux acheter ta tortue. Si vous me la laissez, cette pièce est à vous. » Ils furent de nouveau bouche bée, fixant l'objet brillant. Un long fil de morve coula du nez du plus petit. Ils acceptèrent avec enthousiasme en cœur. Le plus grand empocha la pièce et s'en alla en courant, suivi par les autres qui criaient déjà leur idée pour la dépenser. Ils commencèrent à se disputer pour d'évidentes divergences d'opinion. Taro attrapa la tortue, la remit dans sa position naturelle et s'éloigna de quelques pas pour qu'elle se sente en sécurité. Après quelques instants, la bestiole sortit de sa carapace et elle se tourna vers le pêcheur en hochant 2 ou 3 fois la tête comme si elle le remerciait. « De rien, répondit-il, souriant à cette idée et en la saluant d'un geste de la main. « Maintenant va-t'en et essaye de ne plus te faire capturer. On dit que les tortues vivent 3000 ans. Je te souhaite de les passer à l'abri du danger, à nager dans la mer et à profiter de toutes les merveilles là-dessous que je n'aurai jamais la chance de voir. Adieu, petit ami. » Il se remit en route et quand il se retourna une dernière fois, il vit la tortue plonger dans l'eau et prendre le large. Avant de se diriger vers les profondeurs, elle jeta un regard sur la rive, en direction de Taro, qui la salua de la main. Le jour suivant, Taro sortit très tôt, en même temps que tous les autres pêcheurs. Il poussa sa barque à l'eau et commença à ramer. Il se sentait vraiment de bonne humeur. Au fur et à mesure que les rayons du soleil pointaient à l'horizon, il eut l'impression que tout ce qui l'entourait était soudainement plus beau qu'à l'accoutumée. Faire des actions louables offre toujours cette petite impression d'extase. Tout à coup, le fond de sa barque heurta quelque chose, et Taro se dépêcha de vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un rocher. Une brèche dans la coque, à cette distance de la rive, aurait vraiment été compromettante. Lorsqu'il se pencha, ce qui lui apparut à première vue fut justement un petit rocher. Mais en l'examinant de plus près, il se rendit compte qu'il s'agissait d'une carapace de tortue, celle-là même qu'il avait sauvée la veille. L'animal leva la tête et, à la grande surprise de Taro, se mit à parler. « Brave pêcheur, il me semble que je ne t'ai pas remercié de m'avoir aidé hier. Je suis revenu te chercher car j'aimerais te dire merci. »« Tu n'as pas besoin de me remercier.
Je n'ai fait que mon devoir. Je ne pouvais pas te laisser souffrir de cette manière. Eh bien, moi je crois qu'il serait juste de te remercier. J'ai pensé à quelque chose qui pourrait te plaire. J'imagine que tu n'as jamais vu Ryugujo, le palais du roi dragon au fond de la mer, n'est-ce pas? Le palais du roi dragon? Ma foi, non. D'abord, tout le monde croit qu'il s'agit d'une légende, et personne ne s'est donné la peine de le chercher. Je navigue avec ma barque sur les côtes et au large depuis de nombreuses années, mais je n'ai jamais vu de preuve de son existence. De plus, même si tu savais où il se trouvait, nous ne pourrions pas nous y rendre car il m'est impossible de descendre au fond de la mer. L'animal fit un sourire tortuesque. Alors aujourd'hui, c'est ton jour de chance, Talo, car je sais que le palais est réel et je sais même comment y aller. Mais surtout, je peux t'accompagner. Et comment est-ce possible? Monte sur ma carapace et laisse-moi faire. Mais comment ferai-je pour respirer quand tu plongeras dans les profondeurs? Oh, comme tu l'as toujours fait, Talo. Talo était sceptique. La proposition était alléchante et la tortue semblait sincère, en plus d'être inoffensive et évidemment très reconnaissante. Il décida de tenter sa chance. Il monta sur la carapace, s'y installa les jambes croisées et il attendit. La tortue fit un petit tour à la surface pour laisser le temps à Talo de s'habituer au mouvement. Lorsqu'il se sentit plus à l'aise, la tortue lui conseilla de se cramponner, plongea et descendit sous l'eau. Au début, Taro bloquait son souffle instinctivement. La surface au-dessus de lui s'éloignait rapidement, ce qui l'inquiétait. Lorsque ses poumons se mirent à le brûler, il ne put se retenir davantage et il inspira, convaincu qu'il allait se noyer. Mais non, l'eau entrait et sortait de ses poumons comme si c'était de l'air, et il se rendit compte qu'il pouvait respirer normalement, exactement tel que la tortue l'avait prédit. Après un moment de stupeur, il se mit à regarder autour de lui, et il vit la mer qu'il aimait tant. Pour la première fois, il la contemplait du dessous, comme si lui aussi était un poisson. Il découvrit que ses vêtements restaient étrangement secs et qu'en plus de respirer, il pouvait parler sans aucun problème. Il recommença à converser avec la tortue sur les merveilles marines qui l'entouraient. Ils passèrent à côté d'un immense banc de méduses pâles qui émettaient des lueurs intermittentes. Ils croisèrent la route d'une paisible baleine qui le salua de son chant. Ils suivirent un sentier formé de petites lueurs flottantes qui se révélèrent être des filaments lumineux d'un cortège de baudroies allumés spécialement pour leur indiquer la voie dans un passage de rochers. Lorsque ce seuil fut franchi, Taro, stupéfait, eut le souffle coupé. De merveilleux jardins de coraux scintillants blancs et verts apparurent devant lui, au fond desquels se dévoila un majestueux palais, comme une vision. Les toits en pagode étaient en faïence verte et les murs incrustés de tout type de pierres précieuses qui reflétaient la couleur de l'arc-en-ciel. La tortue se posa sur le grand escalier fait de perles blanches et conduisit Taro jusqu'à l'immense portail décoré en émail bleu, puis elle s'adressa au gardien. Ce dernier avait l'air d'être à la fois un poisson et un être humain, et la tortue lui annonça l'arrivée d'un invité de marque. Immédiatement, des poissons, des crustacés et des mollusques en tout genre vinrent à la rencontre et les accompagnèrent à la cour où le roi dragon accueillit chaleureusement l'hôte. « Noble Urashima, je te remercie d'être venu dans mon humble demeure, dit le souverain. Taro se mit à rougir. Humble demeure, ce palais? Et il venait d'être appelé noble, et le roi dragon le remerciait devant ses sujets d'être venus lui rendre visite. Ne sois pas étonné, noble Urashima. Tu as prouvé que tu avais un grand cœur en sauvant cette tortue. Ce sont des gestes comme celui-ci qui rendent un être humain vraiment noble, pas les titres acquis par héritage, conclut le roi dragon. Puis, il fit un signe à ses serviteurs en prenant congé. Tu seras mon hôte, aussi longtemps que tu le désires. Tu n'as qu'à demander et tu auras tout ce que tu souhaites. Le souverain des mers eut à peine tourné le dos qu'une jeune fille, au sourire candide, plus belle que tout humain pouvait imaginer, s'avança depuis le côté du trône où elle était restée jusqu'alors. « C'est un plaisir de te rencontrer, noble Urashima. Je m'appelle Otto, et je suis heureuse de t'accueillir. Je serai ton guide au sein de cette humble demeure. » Taro, perdu, chercha le regard de la tortue qui lui révéla à voix basse. « C'est la princesse Otto, la fille du roi dragon. » La beauté d'Otto était légendaire, et à présent elle se tenait là, devant lui, prête à le recevoir comme un invité de marque.
Le pêcheur se sentit défaillir. Les jours suivants se passèrent entre bals, spectacles et jeux pour honorer l'invité. Des poissons se produisirent dans des chorégraphies stupéfiantes, puis des banquets furent préparés avec des spécialités dont Taro n'avait jamais imaginé l'existence. À chaque pas qu'il faisait, une myriade de poissons l'entourait pour s'assurer que tout allait bien et qu'il appréciait son séjour au palais. Il commença à faire de longues promenades dans les jardins impériaux aux côtés de la princesse Oto dont la compagnie se révéla agréable et spirituelle. Elle était très cultivée au point qu'elle lui enseigna de nombreuses choses. Puis il y eut de nouveau des fêtes, des bals, des banquets. On s'occupait de Taro et on le servait tout au long de la journée. C'est ainsi que Taro passa la plus belle période de sa vie, immergé dans un luxe qui dépassait les limites de l'imagination, heureux, insouciant, enivré. Mais un beau jour, il se réveilla en se sentant soudainement triste sans vraiment savoir pourquoi. Déjouant les étouffantes attentions des serviteurs ainsi que leur surveillance, il s'éclipsa dans un des endroits préférés du palais, le jardin des 4 saisons. Il s'assit en son centre pour le contempler en silence. Il admirait les pruniers et les cerisiers en fleurs à l'est, les chrysanthèmes et les érables à feuilles rouges à l'ouest, les arbres recouverts de feuilles vertes et les bambous au sud, ainsi que les sapins recouverts de neige au nord. Il comprit enfin ce qui lui était arrivé. Il ressentait une grande nostalgie pour son pays, sa petite maison et sa vie simple à la surface. Taro, à partir de ce jour, désespéra. La princesse Oto remarqua immédiatement son changement d'humeur, et un jour, même si c'était à contre-cœur, il s'approcha d'elle en lui confiant que le moment était venu de se séparer. « Je comprends tes sentiments, noble Urashima. Ton monde est très différent du mien et un palais recouvert de pierres précieuses ne peut pas être ta maison si ton cœur n'y est pas. Si tu désires retourner d'où tu viens, il faut que tu le fasses. Personne ne t'en tiendra jamais rigueur et tu resteras toujours un ami pour ceux qui vivent ici. » Puis, sans montrer qu'elle était émue, la fille du roi dragon, pleine de compassion, tendit au pêcheur un petit coffret laqué noir et richement décoré, tenu fermé par un ruban de soie rouge. « Prends ceci, et promets-moi de ne jamais t'en séparer. » Taro fut embarrassé de recevoir un cadeau de départ et essaya de le refuser gentiment. Oto insista. « Tu dois le prendre avec toi, il ne peut pas rester ici. Garde-le en sécurité et prends-en toujours soin. Ce tamatebako contient la chose la plus précieuse que tu possèdes. C'est pour cette raison que je te conseille de ne pas l'ouvrir. Fais-le seulement si, une fois sur la terre ferme, tu te sens trop désorienté et que cela te devient insupportable. Mais il faut que tu saches que si tu l'ouvres, tu ne pourras plus revenir au palais et nous ne pourrons plus jamais nous revoir. Je te le répète, noble Urashima, écoute mes paroles, ne l'ouvre pas. » Sur ces mots, elle le salua et fit appeler la tortue pour qu'elle le ramène à la surface. Lorsqu'elle lui dit au revoir, elle avait les larmes aux yeux. Arrivé sur la plage, Taro descendit de la carapace et remercia la tortue d'une caresse sur la tête. « J'espère te recroiser en mer un de ces jours, lui dit-elle. « Je l'espère aussi de tout mon cœur, répondit Taro. Puis ils se séparèrent. À peine Taro eut-il posé le pied sur la plage qu'il se rendit compte qu'il se passait quelque chose d'étrange, comme le lui avait annoncé la princesse Oto. En regardant autour de lui, il remarqua que le village était différent de son souvenir. C'était comme si les environs n'étaient plus exactement les mêmes que dans sa mémoire. Certaines choses n'y étaient plus et de nouvelles semblaient être apparues. De plus, il manquait des arbres, quoiqu'il y en eût des nouveaux, et parmi ceux qu'il se rappelait, il y en avait un beaucoup plus grand. Aucun des pêcheurs ne paraissait le reconnaître et lui non plus ne se souvenait pas d'avoir déjà vu leur visage. Ils étaient tous habillés de manière étrange. Or, tout le monde le dévisageait de la tête aux pieds avec ses habits de travail ordinaires qu'il arborait lors de son départ. Personne ne portait des vêtements comme les siens, c'est pourquoi Taro faisait figure d'exception. Certaines femmes rirent en le montrant du doigt, et il entendit distinctement leurs commentaires. Avec une telle allure, il semblait sorti d'un vieux tableau. Une d'entre elles fit l'hypothèse qu'il s'agissait d'un acteur itinérant arrivé au village pour annoncer les spectacles de rue de sa compagnie. Désorienté, il décida de se diriger vers chez lui pour aller se reposer. Il trouva une maison différente de celle qu'il avait laissée. Quelqu'un avait clairement fait des modifications et il vit même que des annexes complémentaires avaient été rajoutées. Au moment où il allait ouvrir la porte, un homme en sortit
et tous deux eurent une sacrée frayeur. « Qui êtes-vous » se demandèrent-ils l'un l'autre à l'unisson. « Que faites-vous dans ma maison » continua Taro. « Comment ça, votre maison ?»« C'est moi qui vis ici, clarifia l'homme. Et maintenant dehors, s'il vous plaît. » « Si vous vivez ici, c'est seulement parce que je me suis absenté un moment. Peut-être avez-vous pensé que la maison était abandonnée, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, je voudrais rentrer chez moi, si cela ne vous dérange pas. » « Écoutez un peu, dit l'homme perdant patience. J'ai acheté cette maison à son précédent propriétaire il y a des années. Donc si vous l'avez habitée, cela doit remonter à plus longtemps encore. C'est avec l'ancien propriétaire qu'il faut voir ça, pas avec moi. Je l'ai payé, j'y vis. Maintenant, je vous prie, pouvez-vous me faire la faveur de vous en aller ?» Taro n'en croyait pas ses oreilles. « Il y a des années, mais je ne suis pas partie si longtemps. Vous vous êtes fait arnaquer, c'est moi qui vous le dis. Je m'appelle Taro Urashima, et tout le monde sait que cette maison est la mienne. » L'homme me fixa sans mot dire, puis s'esclaffa. « Oui, bien sûr, vous êtes Taro Urashima. Certainement. Mieux encore, vous devez être son fantôme, car on raconte qu'il a mystérieusement disparu en mer il y a environ 300 ans, et que depuis, personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Vous vous êtes probablement noyé, et vous n'êtes pas au courant, dit-il en éclatant à nouveau de rire. Maintenant que nous nous sommes bien amusés, pour la dernière fois, je vous demande de vous en aller. » « Je ne suis pas un fantôme, vous le voyez bien, protesta Taro en se donnant des tapes avec les mains et en piétinant le sol avec ses pieds pour prouver son indéniable tangibilité. Je ne suis pas parti 300 ans, seulement quelques semaines, peut-être quelques mois, je ne me rappelle plus. C'est que là où je me trouvais, j'ai un peu perdu la notion du temps. Mais je vous le répète, sûrement pas 300 ans. Écoutez. Admettons que votre histoire est vraie, dit l'homme qui avait à présent perdu patience. Vous prétendez être Taro Urashima. Très bien. Vous êtes content, tout le monde est content. Mais là, c'est ma maison. Vous pouvez aller vérifier l'acte de vente aux archives si vous ne me croyez pas. Maintenant, partez tout de suite où j'appelle les gendarmes, comme ça vous pourrez leur expliquer qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Bonne soirée, conclut-il irrité. Et il lui claqua la porte au nez. Taro était confus. Comme Otto l'avait prédit, il se sentait vraiment perdu et même très préoccupé. Il ne savait pas quoi faire, car personne ne le reconnaissait. Bien qu'il fût certain d'être revenu dans le village d'où il était parti et où il avait toujours vécu, il dut admettre que tout ce qui l'entourait ressemblait à ce qu'il avait laissé, tout en étant différent de manière incompréhensible. Il se souvint qu'Otto lui avait recommandé quelque chose à ce sujet et que d'une manière ou d'une autre, le petit coffret aurait pu l'aider à comprendre ce qu'il s'était passé. Elle lui avait dit tout cela pendant qu'ils se saluaient, chagrinés par leur séparation. Il ne se rappelait plus tous les détails, mais une chose était sûre, elle l'avait averti qu'en ouvrant ce coffret, il ne pourrait plus jamais retourner au palais du roi dragon. Il s'assit en face de la mer en regardant l'horizon et resta très longtemps à peser le pour et le contre. Puis il décida qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Il allait ouvrir le coffret. Taro Urashima défit le nœud et le ruban de soie rouge qui tenait le petit écrin glissa tout seul, comme s'il était pressé de s'en dégager. Puis Taro retira le couvercle. Un nuage de fumée violette sortit en sifflant et en l'enveloppant entièrement. Il remarqua clairement qu'il s'infiltrait sous sa peau, soudainement et rapidement, comme l'eau qui remplit un récipient vide. Il sentit qu'un changement radical opérait dans son corps. Il ressentit la sensation inattendue d'un grand poids sur ses épaules, si insupportable qu'il dut se plier en avant. Ses genoux cédèrent un peu sous cet étrange poids, et il s'appuya sur un arbre pour réussir à se maintenir debout. Il vit sa main maigrir de plus en plus, sa peau jaunir et se couvrir de taches sombres. Une barbe blanche lui avait poussé sur le visage, lequel à son tour se ridait. Et tandis qu'il sentait ses cheveux se clairsemer, même avec cette lourde charge qui le faisait fléchir, il lui semblait devenir plus léger, comme s'il avait perdu au moins la moitié de son poids. Le nuage disparut peu à peu, changeant de couleur et devenant blanc. D'un pas lent, Taro Urashima se traîna près d'un puits d'eau salée isolé sur la plage par la marée basse. Lorsqu'il se vit dedans, il n'en crut pas ses yeux. Dans le reflet, il vit un vieil homme, et ce vieil homme, c'était lui. Effrayé, mais trop faible et trop fatigué pour réagir, celui qui désormais ne ressemblait plus qu'à un très vieux pêcheur retourna s'asseoir sur le rivage pour contempler la mer. Puis,
il réalisa ce qui lui était arrivé. On dit que le temps passe vite quand on fait des choses agréables. C'est ce qu'il s'était passé. Et au même moment, son temps à lui avait été consigné dans le coffret pour qu'il reste éternellement jeune aux côtés de l'immortelle princesse Otto. Lorsqu'il l'ouvrit, au moins 300 ans lui étaient tombés dessus d'un coup, et c'était un âge bien supérieur à ce que le commun des mortels n'avait jamais vécu. Qu'allait-il arriver maintenant? Allait-il passer le reste de sa vie dans la peau d'un vieillard? Ou allait-il s'éteindre en quelques instants sous le poids insupportable de toutes ces années? Il ne le savait pas. La seule chose dont il était sûr, c'était d'avoir pris la pire décision de son existence sous le coup de l'émotion. La nostalgie est un doux sentiment, mais lorsque les êtres humains lui laissent prendre le contrôle de leur vie, rien de bon n'en ressort jamais. Lorsque des choix et des alternatives se présentent, lorsque nous nous trouvons face à un croisement, il faut regarder en avant, vers le futur, car le passé est justement derrière soi.